Paris, 1941. Le Ritz dort, mais une silhouette veille. Au dernier étage, dans une suite immaculée, une femme en noir fume une cigarette en regardant la place Vendôme déserte. Son parfum flotte dans l'air. Un mélange de fleurs, de poudre et de pouvoir. Elle s'appelle Gabrielle Chanel. Mais ce soir-là, tout le monde l'appelle Coco. Dehors, la guerre déchire l'Europe. Dedans, Mademoiselle règne encore sur son empire de tissus et de secrets. Elle reçoit des officiers, des artistes, des espions. Personne ne sait vraiment de quel côté elle est. Certains la disent patriote, d'autres la croient complice. Tous s'accordent sur une chose, Chanel ne fait jamais rien sans raison. C'est dans cet hôtel, au cœur de l'occupation, qu'elle aurait pris les décisions les plus risquées. Celles qu'elle tentera d'effacer toute sa vie. Car derrière l'icône du chic, il y a une zone d'ombre que la maison Chanel ne commente jamais. Une vérité qu'on préfère taire, un parfum de scandale qui ne s'est jamais dissipé. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas l'histoire officielle. C'est celle que Coco a voulu enterrer sous le silence et le style. Son vrai secret, comment une orpheline sans nom est devenue le mythe le plus intouchable du XXe siècle et ce qu'elle a dû sacrifier pour y parvenir. Dans un petit village de la Loire, une enfant pleure dans une église glaciale. Gabrielle Chanel vient de perdre sa mère. Son père, colporteur instable, l'abandonne peu après dans un couvent d'orphelines à Aubazine. Là, entre prières et uniformes, elle découvre deux choses, la rigueur et le goût du dépouillement. Les religieuses cousent, tracent, alignent. Leur monde est austère mais d'une beauté précise. Cette esthétique du nécessaire, Gabrielle l'imprimera à jamais. Rien de trop, rien d'inutile. Déjà le luxe à sa manière. Adolescente, elle rêve de fuite. Le dimanche, elle chante dans les cafés pour oublier le silence des couvents. C'est là qu'on la surnomme Coco, d'après une chanson qu'elle fredonne sans fin. Mais derrière les sourires, une promesse. Ne plus jamais dépendre de personne, chaque point cousu, chaque regard posé sur elle devient une arme. Gabrielle n'a pas d'héritage, pas de fortune, seulement une conviction. Le monde ne pardonne pas la faiblesse. Alors elle choisit la discipline, la stratégie et le style comme bouclier. Ce n'est pas encore une créatrice, c'est une combattante. Et sa guerre contre le destin ne fait que commencer. Au tournant du siècle, Coco chante dans les cafés de Moulins, robe simple, regard franc, sourire calculé. Elle ne possède rien, mais attire les regards des hommes qui, eux, possèdent tout. Parmi eux, Étienne Balsan, héritier et éleveur de chevaux. Grâce à lui, elle découvre les salons, la soie, les courses et surtout, l'ennui doré de la haute société. Elle observe ces femmes corsetées, prisonnières de leur tenue, de leur mari, de leur vie, et elle comprend. Le luxe n'est pas d'ajouter, mais d'enlever. Derrière sa discrétion, Coco prépare une révolution silencieuse. Dans la maison de Balsan, elle apprend à manier l'aiguille et la psychologie. Puis elle rencontre Boy Capel, l'amour et le moteur de sa vie. C'est lui qui croit en son génie et finance sa première boutique à Deauville. Elle raccourcit les jupes, supprime les rubans, coupe les corsets, le corps respire, les femmes se redressent. Chanel ne vend pas des vêtements, elle vend une attitude, celle de la liberté. En quelques saisons, Coco la chanteuse disparaît. À sa place, Mademoiselle Chanel naît, élégante, insoumise et déjà légendaire. Sur les plages de Deauville, les élégantes croisent une silhouette insolente. Une femme en pantalon, sans corset, portant du jersey, un tissu jusqu'ici réservé aux sous-vêtements des hommes. Scandale, mais aussi révélation. Coco Chanel comprend que le confort est le nouveau luxe. Ses vêtements bougent, respirent, accompagnent la vie plutôt que de la contraindre. Elle abolit la douleur au nom de la grâce. Chaque couture devient un manifeste. En quelques années, ces boutiques de Deauville et de Biarritz deviennent les laboratoires d'une révolution silencieuse. Ses clientes, des femmes qui veulent exister autrement, des actrices, des aristocrates, des pionnières. Elles ne veulent plus plaire, elles veulent choisir. Chanel impose une allure, un ton, un souffle, le monde masculin la juge, puis la copie, et quand la guerre éclate, elle n'a pas besoin d'hommes pour survivre. Elle a bâti son propre nom. Derrière chaque robe, il y a une revanche. Et derrière chaque couture, une idée, le pouvoir commence dans la manière de se tenir. Si vous aimez ces révélations sur les légendes du luxe, pensez à liker et à vous abonner. La suite de l'histoire est encore plus dérangeante. Dans un petit atelier de Grasse, Coco Chanel humecte une bande de soie d'une fragrance inconnue. Un souffle de jasmin, d'ylang-ylang, d'aldéhyde, c'est propre, sensuel, déroutant, l'odeur d'une femme qui n'appartient à personne. Elle sourit, ce sera le parfum numéro 5. Mais derrière ce parfum mythique se cache une manœuvre aussi géniale que risquée. Pour le produire à grande échelle, Coco s'allie à la famille Wertheimer, propriétaire de bourgeois. Eux apportent les usines, elle le nom. Un contrat mal équilibré qui, plus tard, la privera de la majorité des bénéfices. Pourtant, le numéro 5 dépasse tout. C'est le premier parfum abstrait, une idée, pas une fleur. Marilyn Monroe dira plus tard qu'elle ne porte que quelques gouttes de Chanel numéro 5 pour dormir. Le mythe est né.
Mais Coco, elle se méfie déjà. Son parfum devient un empire qu'elle ne contrôle plus. Un paradoxe cruel. Elle a inventé le luxe moderne, mais d'autres en récoltent de la fortune. Paris s'effondre sous les bottes allemandes. Les boutiques ferment, les maisons de couture s'éteignent. Mais au Ritz, Coco Chanel reste. Elle y vit depuis des années, au cœur même de l'occupation. Son amant du moment, Hans-Günther von Dinklag, est un officier allemand. Un lien dangereux, ambigu, qui la protégera autant qu'il la condamnera aux yeux du monde. Dans ce décor de velours et de peur, Chanel manœuvre. Officiellement, elle ferme ses ateliers pour protéger ses ouvrières. Officieusement, elle tente de récupérer la propriété de son parfum numéro 5 en profitant des lois antisémites qui frappent ses partenaires juifs, les Wertheimer. C'est l'un des chapitres les plus sombres de sa légende. Certains documents affirment qu'elle aurait servi d'intermédiaire entre diplomates, d'autres qu'elle aurait simplement survécu. Élégante au milieu du chaos, la vérité reste floue, comme un parfum trop concentré pour être disséqué. Mais une chose est sûre, à la Libération, le mythe s'effondre. Coco Chanel quitte Paris dans le silence et la honte. Elle a voulu défier l'histoire. L'histoire, cette fois, ne lui pardonnera pas. Après la guerre, Chanel n'est plus la muse de l'élégance. Elle est l'ombre d'un scandale. Accusée de collaboration, elle fuit la France et s'exile en Suisse, dans le calme feutré de Lausanne, entourée de silence et de rancune. Pendant 15 ans, elle observe le monde changer sans elle. Dior règne sur la mode avec son new look, taille serrée, jupe volumineuse, silhouette enfermée, tout ce qu'elle déteste. Mais dans les hôtels suisses, Chanel prépare sa revanche. Elle griffonne, croque, réécrit le style qu'elle avait inventé. En 1954, à 71 ans, elle décide de revenir. Paris la croit finie. Pourtant, sa nouvelle collection bouleverse la mode. Des tailleurs droits, une liberté retrouvée, un confort retrouvé. Les critiques françaises ricanent. Mais les Américains adorent. La Renaissance commence de l'autre côté de l'Atlantique. Son allure, sa voix rauque, sa silhouette austère séduisent une nouvelle génération. Chanel redevient une légende. Mais plus personne ne sait vraiment si elle revient pour créer ou pour se venger. Les années passent, mais Coco reste une énigme. Dans son appartement de la rue Cambon, figé dans le temps, les miroirs reflètent une femme qui observe le monde sans plus y participer. Elle n'écrit rien, ne confie rien, ne commente rien. Mais elle contrôle tout. Sous son nom, l'empire Chanel grandit. Le numéro 5 domine toujours. Ses tailleurs deviennent uniformes de pouvoir et son logo entre dans l'histoire du luxe comme un sceau d'immortalité. Pourtant, la maison reste fidèle à son héritage. Aucun tapage, aucune démonstration, juste une vision répétée à la perfection. Coco meurt en 1971, seule dans sa suite du Ritz. Ses dernières paroles auraient été « Voyez, c'est comme ça qu'on meurt, tranquille ». Mais rien ne s'est vraiment arrêté. Son style vit, son mythe prospère, et son silence, paradoxalement, parle plus fort que jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez qu'un simple like, un commentaire ou un abonnement aide vraiment cette petite chaîne indépendante à continuer de produire ces documentaires sur les grandes légendes du luxe. Merci pour votre soutien. Il compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ce que Coco a vraiment laissé derrière elle. Coco Chanel n'a pas seulement créé des vêtements. Elle a inventé une manière de se tenir, de marcher, de penser le monde. Derrière chaque bouton doré, chaque tissu tweed, se cache une idée, la liberté d'être soi dans un monde d'apparence. Mais son héritage est double, car sous la soie et les perles se cache aussi l'ombre, celle d'une femme complexe, brillante, orgueilleuse, capable de génie comme de compromission. C'est ce paradoxe qui rend son histoire si fascinante. Aujourd'hui encore, chaque sac, chaque parfum, chaque défilé porte en silence une part de son mystère. Chanel n'est pas seulement une marque, c'est une religion du goût, du secret et du contrôle. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire, avoir transformé sa vie en mythe et son mythe en empire.